Depuis un mois, la ville de Kigali a été complètement quadrillée. Les maisons sont fouillées une par une pour en extraire toute la partie de la population qui est suspectée être hostile au courant le plus extrémiste de l'armée. Journal de 20 heures de TF1, 16 mai 1994. Et là, les gens qui sont suspects de cette hostilité sont exécutés avec toute leur famille. C'est-à-dire que l'exécution, ça veut dire les bébés, les femmes, les vieillards, absolument tout le monde. Le jeune homme qui appelle au réveil des consciences ce soir-là à la télé, c'est Jean-Hervé Bradol. Urgentiste et responsable de programme chez MSF, il revient tout juste d'un mois au Rwanda. À 35 ans, dont 5 passés sur le terrain, ce n'est pas son premier conflit armé. Mais ce qu'il a vu à Kigali, c'est autre chose. C'est un génocide, une volonté aveugle d'exterminer tous les membres d'un même groupe et tous ceux qui les soutiennent. Vous écoutez Première Ligne, un podcast produit par Europe 1 Studio pour les 50 ans de Médecins sans frontières. Chaque semaine, on vous emmène à la rencontre d'un membre des équipes MSF qui se remémore une mission, quelques jours ou plusieurs mois sur le terrain qui ont changé sa vie. Dans cet épisode, Jean-Hervé Bradol, aujourd'hui directeur d'études à la Fondation Médecins sans frontières, raconte les 20 jours qu'il a passés à Kigali en avril 1994, au cœur du génocide des Tutsis du Rwanda. Le 6 avril 1994, le Falcon 50 du président rwandais Juvenal Habyarimana est en phase d'atterrissage au-dessus de l'aéroport de Kigali. Soudain, il est atteint par 2 missiles et s'écrase. Il n'y a aucun survivant. Très rapidement, des milices extrémistes Hutus appellent la population à exterminer les Tutsis. Les massacres vont rapidement s'étendre à l'ensemble du pays. Ils dureront plus de 3 mois. Mais en ce début de printemps 94, peu de gens ont conscience de ce qui est en train de se jouer au Rwanda. Sur place, les équipes MSF sont taillées pour la prise en charge des réfugiés. Elles vont devoir se mettre à la chirurgie de guerre. Jean-Hervé Bradol se rend alors au Burundi avec un chirurgien, 2 anesthésistes et un logisticien avant de remonter vers le Rwanda. J'arrive à Kigali le 13 avril 1994 dans un convoi de la Croix-Rouge internationale qui part de Bujumbura pour Kigali. Déjà, j'ai essayé d'éviter de trop discuter avec les équipes évacuées du Rwanda, les équipes MSF, un peu avec le chef de mission, pour pas me faire démoraliser parce qu'il nous déconseille vivement d'aller à Kigali. On comprend pourquoi assez rapidement, parce que sur la route, on tombe sur des miliciens qui essayent de soulever les bâches des camions, de voler du matériel, ce qui est totalement inhabituel au Rwanda, en plein jour comme ça, devant des étrangers. On fait pas des choses comme ça habituellement au Rwanda, puis ils sont très menaçants. Donc tout ça, c'est un peu nouveau, c'est des indices de gravité. Et à l'arrivée dans Kigali, on a besoin d'un officier de liaison pour passer les barrières de miliciens, parce qu'ils sont en train de tuer sur tous les côtés de la route. Et il y a plein de cadavres par terre, donc on voit bien que les tueries sont en cours. On arrive à Kigali, à la délégation du CICR, et on s'installe, on se demande, on est prévu pour travailler au centre hospitalier de Kigali, le grand hôpital public de la capitale. Mais vu ce qui se passe, on se demande si ça va être possible et est-ce qu'on pourra vraiment travailler là avec des collègues rwandais, sachant ce qui est en train de se passer dans la ville. C'est, on s'imagine pas un génocide, mais enfin des tueries très fréquentes en tout cas. Et c'est le lendemain qu'on va visiter l'hôpital, le coordinateur médical du CICR et donc de la Croix-Rouge internationale et moi. Et là, on recueille des récits de survivants Tutsis dans l'hôpital qui disent on doit notre survie qu'au fait que certains de nos proches paient les tueurs pour qu'ils nous tuent pas tout de suite, quoi. Mais dès qu'on aura plus d'argent, on va y passer, quoi. Et la morgue de l'hôpital est pleine de cadavres, hein, vraiment une grande quantité de cadavres. Donc on reçoit comme ça des informations que l'hôpital, par une enquête de terrain, que l'hôpital est à la fois un hôpital où on opère des gens, on essaye de les sauver, et un lieu d'exécution, un abattoir, quoi. Donc évidemment, on comprend qu'on ne pourra pas travailler dans un abattoir au milieu de ça. Donc on est évidemment triste de la situation, mais un peu comme n'importe quel groupe de jeunes professionnels, on est obsédé par l'idée d'arriver à faire notre travail, quelle que soit la situation. Donc il faut qu'on se trouve un plan B pour pouvoir prendre en charge des blessés. Et là, en discutant avec le CICR, qui n'a pas de chirurgien, qui n'a pas de matériel chirurgical, parce que c'est pas ce qu'il faisait auparavant, on combine nos forces pour ouvrir ce qu'on appelle un hôpital de campagne dans un site religieux de l'ordre des Salésiens, un site de formation,
où il y a encore des bonnes sœurs de cet ordre. Et avec l'aide de ces bonnes sœurs et du personnel de site, du personnel CICR et de nous-mêmes, on transforme ça en un hôpital de campagne. On est venu en pick-up avec tout le matériel pour faire ça, la stérilisation. On a de quoi faire 300 interventions pour commencer et on espère être ravitaillé par la même voie avec laquelle on est venu, c'est-à-dire la voie de Bujumbura. C'est des convois routiers venant de Bujumbura pour nous ravitailler. L'hôpital de campagne, c'est un très joli lieu. C'est sur un flanc de colline, avenue de Kiyovu, dans le centre de Kigali. Il y a des grandes salles de classe, donc c'est tout à fait favorable pour faire des salles d'hospitalisation. Et on a des brancards, donc on peut mettre des lits, l'équivalent de lits sur des brancards. Donc c'est assez facile à transformer en salle d'hospitalisation. C'est une structure pavillonnaire, flexible. Les pièces du rez-de-chaussée de l'entrée, on met les urgences. La salle de tri, la salle d'urgence. Dans les salles de classe, on met les salles d'hospitalisation. Il y a une espèce de cellier où on peut mettre la nourriture, parce qu'on on sait que certains jours, on ne pourra pas sortir du tout. On ne pourra pas se faire ravitailler, donc on doit être absolument autonome pour plusieurs jours en nourriture et en eau. Donc, un des premiers trucs qu'on fait, pratique, c'est de porter des sacs de riz et de haricots dans l'endroit où on a l'intention de les stocker pour être autonome. Il faut évidemment brancher l'eau, l'électricité, comme dans un hôpital de campagne. Là, heureusement, on a un collègue logisticien de terrain très débrouillard. Et grâce à lui, on a un hôpital de campagne fonctionnel. Il faut penser à la sécurité de l'hôpital, comment on va l'assurer. On est pris par toutes ces tâches dans un endroit charmant, de zone tropicale, avec les odeurs de zone tropicale, les paysages des collines verdoyantes du Rwanda, qui est un très joli petit pays, mais au milieu d'une catastrophe tout à fait horrible, Moi, je fais partie de ceux qui sortent en ville. C'est-à-dire, je reste pas à l'hôpital de campagne, j'accompagne comme médecin, les volontaires de la Croix-Rouge rwandaise qui vont dans les institutions chercher d'éventuels blessés. Et là, les miliciens, pour passer les barrières, on est obligé de discuter avec eux. Alors, on essaye de le faire le plus tôt possible le matin, quand ils sont encore un peu en souquet, parce qu'ils commettent beaucoup d'abus de boissons, de cannabis, d'amphétamines. Donc, le soir, ils sont extrêmement dangereux parce qu'ils sont complètement défoncés, Et le matin, évidemment, ils sont un peu abrutis. Donc, on essaie d'utiliser dès que le soleil se lève pour passer les barrières le plus tôt possible. Mais là, quand on revient là avec des blessés, on revient jamais avec des hommes parce qu'ils les tueraient. Et ils nous le disent. Ils nous disent, même des femmes et des enfants, ils sont peu enclins à les laisser passer pour qu'ils puissent être pris en charge à l'hôpital. Donc ils disent, nous, notre but, c'est de tuer tous les Tutsis. Ils le disent assez simplement. Cette fois, on règle le problème, On finit le travail. C'est des expressions comme ça, définitives, J'avais tout le temps peur. Puis, je dirais que Kigali, c'était charmant, mais point de vue odeur, ça puait la peur, Et la sueur, la peur dans tous les lieux. Tout le monde était... Par exemple, une fois, j'ai une jeune femme Tutsi blessée dans l'ambulance, blessée par balle à l'abdomen, donc il faut vraiment l'opérer. Un milicien de la garde présidentielle essaye de l'exécuter dans l'ambulance. J'arrive tout juste à empêcher que ça se produise, moi-même étant terrifié par la situation. D'autres fois, les miliciens, je dirais, c'est des gens comme les autres. Donc, ils cherchent du boulot, donc ils se rendent même pas compte de ce qu'ils racontent. Moi, il y en a un qui, un jour, à une barrière, m'a demandé si je pouvais l'embaucher. Il pouvait passer de milicien en train de commettre un génocide à secouriste. Dans sa tête, il n'y avait pas d'obstacle majeur. Donc, on rencontrait tout type d'individus, toute classe sociale, les intellectuels sont là, bien sûr, les médecins sont là, les médecins auteurs de génocide sont là aussi. Mais il y a aussi une diversité des comportements. Mais c'est pas le chaos. Souvent, les gens pensent que... On avait d'ailleurs ce préjugé-là, que ça allait être le chaos après l'assassinat du président. Non, l'ordre règne, l'ordre génocidaire règne. Au Rwanda, il y a une tradition nationale de l'administration publique, de la bonne tenue de l'administration publique. Donc, c'est en partie cette administration qui est utilisée pour commettre le génocide. Et les Rwandais sont des bons administrateurs, ils tiennent des listes de bénéficiaires, ils organisent les choses pour le meilleur et pour le pire, parce que partie de ces capacités organisationnelles, elles contribuent à commettre un crime de masse. Et en même temps, il y a des nouveaux acteurs, des gens qui étaient presque rien avant les événements, qui prennent la tête d'une milice, qui mobilisent leur entourage
et qui deviennent localement des personnes importantes, qui ont droit de vie ou de mort sur les gens qui passent par là. Je me souviens d'un prêtre, par exemple, dans une église, au bout de quelques temps, est-ce qu'il héberge des Tutsis ou est-ce qu'il les héberge et il les livre aux miliciens? Ça devient confus, alors qu'on va presque tous les jours dans cet endroit pour voir des blessés. Et un jour, je le trouve avec un pistolet à la ceinture, quoi. Pour un prêtre, c'est quand même un peu étonnant. Et ce jour-là, je m'imagine, sans en être certain du tout, qu'il a viré milicien, mais c'est ce que je pense, sans avoir les moyens. Je vais discuter un peu avec lui, je me moque un peu de lui en lui disant « Ah tiens, t'as un flingue maintenant, etc. C'est nouveau, tu joues au cow-boy, etc. » J'essaye de plaisanter. Et puis je vois que non, c'est tout à fait sérieux, il se passe quelque chose que j'arrive pas à complètement percevoir, quoi. Mais visiblement, dans cette institution-là, c'est les Saintes Familles, hein, c'est vraiment une grosse institution catholique du centre-ville. Il y a quelque chose qui a basculé, quoi. Il y a quelque chose qui a basculé. Et quand on parle avec les survivants qui sont dans cette institution, déjà, pour arriver à eux, au début, les premiers jours, ils étaient cachés dans le fond de l'institution. Donc, il y avait toute une série de portes à faire ouvrir, des portes en fer, avec des cadenas. Ils étaient vraiment à l'écart, quoi. Et puis, dans les jours suivants, c'est pareil, il se passe quelque chose, il y a un abandon, quoi. Toutes les portes sont ouvertes. Donc ça, c'est très mauvais signe, que toutes les portes soient gardées ouvertes. Ça veut dire qu'on va prélever, parmi ces blessés, ces gens réfugiés, régulièrement des personnes pour les torturer, les tuer, les voler. Moi, je me souviens faire un pansement pour une blessure du thorax à une de ces personnes, et ce monsieur me disant « Mais ça sert à quoi ce que vous faites, puisque cette nuit, on sera tués ?» On s'interroge beaucoup sur la futilité de notre présence, d'une certaine façon, parce qu'on a bien compris au bout de quelques jours, quelques semaines, qu'il y a des centaines de milliers de morts dans un tout petit pays de 7 millions d'habitants. Donc, est-ce que c'est pas 20 c'est une goutte d'eau dans l'océan. Alors, on se pose la question, est-ce qu'il faut rester ou pas mais on a quand même des milliers de personnes qui profitent soit de notre aide et de notre protection, notre capacité à les protéger. On a une capacité à les protéger parce que le gouvernement intérimaire, le gouvernement de génocide, il veut une reconnaissance internationale. Donc, il laisse un peu de champ libre à la Croix-Rouge et à nous qui sommes intégrés à la Croix-Rouge pour des raisons diplomatiques, pour se faire reconnaître. Donc, derrière nous, il y a des gens qui profitent de ça. Les gens de l'hôpital de campagne, il n'y aura aucun meurtre dans l'hôpital de campagne pendant toute la période. Les gens qui y sont rentrés, ils y ont été protégés. Et on a réquisitionné les maisons autour pour faire des lieux d'asile pour convalescents qui pourraient rentrer chez eux, mais s'ils rentrent chez eux, ils vont se faire tuer. Donc, on leur invente des statuts de convalescents, on les garde jusqu'à la fin, ce qu'on n'a pas fait les premiers jours et qu'on a amèrement regretté. Il y a une jeune fille de moins de 10 ans qui avait pris un coup de machette dans la tête et qui arrivait encore consciente en salle d'urgence. Heureusement, une blessure pas trop grave. C'est surtout le cuir chevelu qui avait entaillé. Il n'y avait pas de fracture évidente de la boîte crânienne. Donc elle s'en sortait pas mal, quoi. Et elle vivait au Saintes Familles, l'institution religieuse dont je parlais tout à l'heure. Et je l'ai ramenée au Saintes Familles, parce que c'était les tout premiers jours, on n'avait pas encore de capacité d'hébergement. Évidemment, je l'ai amèrement regretté, parce qu'après, je l'ai pas retrouvée, j'ai pas eu de ses nouvelles, je sais pas ce qui lui est arrivé, mais je l'ai mise en danger, en danger de mort, en la raccompagnant là. Mais c'est tout l'enjeu de comprendre ce qui se passe autour de vous. Là, c'était les tout premiers jours. Moi, je pensais pas, quand je l'ai raccompagnée, que cette petite fille, elle était menacée d'être tuée, simplement parce qu'elle était une petite fille Tutsi. Donc, on fait des erreurs comme ça, et soit les autres, soit vous les payez cash, quoi. Si vous êtes un peu lucide, ça fait mal, quoi. Ces personnes-là, elles vous restent plus en mémoire que les personnes pour lesquelles ça s'est bien passé. Il y a eu aussi des choses tout à fait heureuses, des accouchements réussis, des blessés bien pris en charge, dont la vie a été sauvée, etc. Mais finalement, c'est pas ceux-là qui vous accrochent. Ce qui vous accroche, c'est ceux pour lesquels vous avez une responsabilité dans leur malheur. Soit vous les avez laissés tomber, vous avez évacué, vous les avez laissés en plan, soit vous les avez maltraités vous-même, soit vous n'avez pas compris l'histoire qui leur arrivait, donc vous avez fait des grosses maladresses qui leur ont été néfastes, voire fatales.
C'est ça, c'est les cadavres que vous essayez après d'enfermer dans un placard que vous n'ouvrez pas trop souvent. Mais évidemment, moi, c'est ces personnes-là, c'est les personnes que j'ai mal aidées, auxquelles j'ai nui d'une certaine façon, qui me restent en tête. Au début du mois de mai 1994, les opposants au régime, les rebelles du Front patriotique rwandais, préviennent les équipes de MSF et de la Croix-Rouge qu'ils s'apprêtent à tirer au mortier dans la direction de l'hôpital de campagne. Les frappes ne seront pas assez précises pour garantir leur sécurité. Décision est prise de réduire les effectifs. Jean Hervé est sommé de rentrer en France. À son retour, il est invité sur le plateau du 20h de TF1 pour témoigner de l'horreur de la situation. À cette époque-là, il y a plusieurs millions de téléspectateurs et je fais l'ouverture du journal. Il y a 8 minutes de reportage, de prise de parole de ma part, mais à l'ouverture du journal, comme un énorme événement. Moi, je m'attendais pas à ça. Je suis surpris, je suis extrêmement intimidé. Ce que j'ai à dire toujours aujourd'hui, c'est mon écœurement de voir d'abord les massacres et puis les responsables de mon pays avoir soutenu les massacreurs jusqu'au moment du début du génocide. Après, c'est un peu une autre histoire, mais rien que ce qui s'est passé entre 90 et 93, moi, je l'ai trouvé très choquant et très concret. La première fois que je vais au Rwanda, l'été 93, je vois des militaires français en train de faire du contrôle de papier sur les routes. Travail de police, quoi. Et on sait que sur les cartes d'identité rwandaises, il y a la mention Hutu, Tutsi, toi. Donc, que font là, c'est des bérets rouges français dans cette situation. En France, on n'en parle absolument pas. Le Rwanda, c'est pas une ancienne colonie française, il y a peu de proximité, donc personne n'est au courant à quel point la France est impliquée. Un soir, je suis dans un restaurant de Kigali, à la table d'à côté, il y a 2 sous-ofs des troupes de marine. Et ils sont en train de discuter, on est vraiment collés, on les entend discuter, puis on écoute, évidemment. Ils sont en train de dire qu'ils font les paix de l'armée rwandaise. C'est eux qui paient à la fin de mois les soldats. C'est une toute petite armée. Et évidemment, ils se plaignent des unités fantômes. Des unités pour lesquelles ils doivent verser des salaires, mais qui n'existent pas vraiment. Sachant tout ça, l'été 93, et voyant ce que les alliés de la France font en avril 94 et dans les mois qui suivent, bon, évidemment, je suis écœuré. Donc, si on me tend le micro, je suis chaud bouillant pour dire ce que je pense de la politique française et de la responsabilité écrasante qu'il y a. Le rôle de la France dans ce pays est particulièrement, les responsabilités de la France sont particulièrement écrasantes. Les gens qui massacrent aujourd'hui, qui mettent en œuvre cette politique planifiée, systématique d'extermination, sont financés, entraînés et armés par la France. C'est pour cette raison que nous avons décidé d'écrire une lettre ouverte au président de la République, puisque le travail des organisations humanitaires ne peut bien sûr pas tout compenser quand il y a une telle horreur. Et s'il n'y a pas une intervention vigoureuse de la communauté internationale, et particulièrement de la France, qui connaît bien les assassins, qui les arme, qui les équipe, nous considérons que c'est une véritable politique d'incitation à ce que le meurtre et les massacres continuent. Peu de temps après cette intervention, Jean Hervé est invité à l'Élysée pour s'entretenir avec François Mitterrand au sujet du Rwanda. Il y va avec Philippe Biberson, le président de MSF, et Bernard Pécoul, directeur général de l'association. Et on se fait un peu engueuler par Mitterrand parce qu'on les a attaqués à la télé. Moi, je pense ça pour moi, évidemment. Mais on s'aperçoit aussi qu'il a un nouveau discours. Alors, quelle est la réalité de ce nouveau discours ? C'est un enjeu de débat, mais il y a franchement un nouveau discours. C'est-à-dire, Philippe Biberson, donc lui demande qu'est-ce que vous pensez du gouvernement intérimaire, là ? Le gouvernement en train de commettre le génocide. Et Mitterrand répond vraiment d'une phrase, c'est un groupe d'assassins. C'est des assassins. Et il poursuit un peu, il dit d'ailleurs, la femme d'Abiyarimana qu'on a accueillie en France comme réfugiée, si on la laissait faire, elle passerait sur les radios périphériques pour appeler au génocide. Et alors on est étonné parce que jusqu'à présent, c'était pas les déclarations. Et puis là, ils nous annoncent qu'ils vont faire l'opération turquoise, qui nous présente, alors là aussi il y a beaucoup de débats, comme une opération, on va essayer quand même de sauver quelques Tutsis qui ont survécu à un génocide qui est presque complet. Et qui est une intervention qui qualifie d'humanitaire, lui et ses conseillers, pour secourir ce qui est encore secourable au Rwanda. Fin juin 1994, les 2500 soldats de l'opération turquoise sont déployés au Rwanda. Entre 10 000 et 17 000 Tutsis sont sauvés grâce à cette intervention. Une goutte d'eau face aux millions de morts qu'a causé le génocide entre le 7 avril et le 17 juillet. 200 collègues, membres de MSF, y ont aussi perdu la vie. Une estimation jugée conservatrice au regard des événements.
J'essaie de pas en parler trop souvent ou pas d'y penser trop souvent, mais il y a des occasions comme les commémorations. Après une des dernières commémorations, on m'interrogeait, je me suis rendu compte que mes souvenirs étaient vraiment imprécis, je mélangeais des dates, il y avait des événements que j'avais pas connus, que je découvrais, donc avec un collègue sociologue, on a décidé de faire un travail de recherche, un travail d'histoire sur les archives de MSF pour faire que au fil du temps, la vérité des faits que je rapporte soit quand même établie, solide. Je pense que ça m'a fait aussi du bien de me replonger dans cette histoire, mais d'un point de vue scientifique. C'est une façon d'assumer ses responsabilités. On se dit que, à circonstances exceptionnelles, responsabilité aussi exceptionnelle. Première ligne est un podcast produit par Europe 1 Studio pour Médecins sans frontières. Je m'appelle Assia Chiab, je travaille chez MSF et je vous ai présenté cet épisode. Il a été réalisé par Julien Tarot et produit par Timothée Magot avec Agnès Varenne-Leca. Merci à Jean-Hervé Bradol pour sa confiance. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcast, y laisser des commentaires et des étoiles sur le site de MSF, d'Europe 1, sur Google Podcast, Deezer, Spotify et toutes vos plateformes d'écoute. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.